Bonjour à tous et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme chanteur Jean-Jacques Delaunay dans Art Top TV. À l'instant Régine. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Régine. Comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Je suis avec toi donc Art Top Télé, donc tout va bien. Ça me fait plaisir de te recevoir. Bah, je suis heureux aussi. Bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu Ça tous les faisait deux. un petit moment à tous les deux. C'est le plaisir de rencontrer des amis, de retrouver des amis, l'amitié. L'amitié. Amitié, voilà. C'est fait pour ça les radios. Oui. Et puis bien sûr notre poétesse Patricia Georgie. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Jacques, enchanté. Bonjour Régine. Patricia, tu vas bien Bonjour, Patricia? Très en forme. Alors. Bah, il faut se l'inventer la forme, même si on l'a pas, il faut se l'inventer. C'est dans la tête la forme. Souvent, dire que c'est l'esprit qui règne sur le corps, sur la matière. Donc, si on est bien dans sa tête, Tout va bien. On doit par moments se forcer pour être bien dans sa tête. Mais plutôt que de se plaindre, quand on se plaint, tout va mal. C'est quand on dit de Carib en Scylla, les choses vont de plus en plus mal. Mais quand on a l'optimisme, on a des chances d'aller mieux demain. Alors Patricia, tu es un artiste à multifacette. Moi, je te connais plus en tant que crooner international qu'en tant d'humoriste coquin. Coquin, oui, c'est un Coquin. peu français, comme un gaulois, un peu gaulois, sans vulgarité. J'essaie de pas être vulgaire, je pense pas l'être. Mais c'est un peu rabelaisien ce que je fais dans des chansons. Ouais, Un peu chansonnier. Oui, chansonnier. Chansonnier. Oui, enfin, j'ai un numéro de scène qui est plus gaulois que ce que je fais en tant que chansonnier. Quand je fais le chansonnier, j'écris sur des thèmes de la vie, des thèmes sociaux, enfin les déboires que l'on peut avoir les uns et les autres, même avec la politique. Je sais si on peut avoir des déboires avec la politique d'ailleurs. Et puis ça, c'est quand j'écris des chansons pour la radio, par exemple. Et puis la scène, ce sont des chansons un peu coquines, oui, à double sens. À tiroir, comme on disait à l'époque, des chansons à tiroir, à double sens, c'est-à-dire on entend quelque chose, mais en fait c'est pas ce qu'on entend vraiment. Voilà, c'est pas ce qu'il prononce. Il y a autre chose. Tu as commencé par les chansons coquines ou tu as commencé en tant que crooner? C'est pas compliqué. Quand j'étais adolescent, je rêvais d'être chanteur, d'être crooner. Et puis j'ai abandonné le projet parce que quand j'avais 15-16 ans, je voyais tous les jeunes qui se précipitaient sur les micros et puis on voyait les gens à la télé. Je dis, bon, j'habitais en province, j'habitais à Rouen, quelle chance j'ai de devenir chanteur. Et donc j'avais abandonné cette idée-là. Et puis je suis passé par, on en parlera peut-être, par des étapes, des stades différents, nombreuses carrières très diverses. Et puis j'ai retrouvé la chanson il y a une quinzaine d'années, là vraiment, en me faisant plaisir, en faisant les choses que j'aimais. C'est ça. Mais je n'ai pas abandonné l'humoriste. Non, puis en tant qu'humoriste sur scène, tu fais participer le public, ça c'est génial. Oui, ben, voilà, il y a des réponses. C'est un peu interactif. Il y a des moments interactifs dans mon spectacle, mais ça n'est pas que ça, parce que les chansons, ça n'est pas interactif. J'interprète, et puis l'interactivité, c'est quand les gens rient. Mais c'est interactif aussi parce que les effets, un public qui rit, ça te change ta psychologie. Si je chante une chanson dans ma salle de bain ou dans ma salle à manger chez moi, il y a personne, je la chante d'une certaine manière. Je chante la même chanson devant un public, en public. Le retour du public, les réactions, le rire, ça te pousse, ça te booste, et tu trouves des variations, des intentions, là où tu ne les avais pas trouvées quand tu es avec ta guitare ou avec ta bande orchestre chez toi à répéter. Moi, je trouve les choses quand je suis avec le public. Et alors, ce que tu trouves quand tu es avec le public, une fois que tu es chez toi, je ne sais pas quand, tu te remets à chanter dans ta salle de bain, est-ce que tu prends note de ta variation que tu as eue avec le public? Non, je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas cette magie, qui s'établit avec le public. Et je ne chante pas les chansons de la même manière. Le public est différent et ma manière d'interpréter les chansons est différente. C'est une espèce de feeling qui s'installe entre le public et moi et qui fait que je sais comment je vais prendre le public, comment je vais lui parler, comment je vais
avoir le clin d'œil à ce moment-là. Si c'est un peu plus rapide, un peu plus, quand je chante avec la guitare, bien sûr. Si ce sont avec l'orchestre, c'est pas pareil parce qu'il y a un rythme qui est donné, hein. Mais quand je suis avec ma guitare, je peux ralentir, je peux accélérer, selon le public. Je peux m'arrêter, je peux arrêter la guitare et continuer à chanter sur une phrase pour mettre en valeur un moment de la chanson. Et bah, le spectacle, c'est la Rolls-Royce en fait d'un artiste, parce que il a son public, il est confronté avec son public directement. Et toi, sur scène, tu peux chanter seul avec ta guitare, comme tu peux chanter avec 20 musiciens. Alors, ça fait une sacrée différence entre être seul et 20 musiciens, justement. Oui. Est-ce que tu pourrais t'arrêter à ce moment-là avec les 20 musiciens? Non, on peut pas. Et non. On peut pas. Ou alors, il faut une petite formation et puis être très complice. Et ça ne peut pas se faire sur une salle de 1000 ou 2000 personnes, par exemple. Sur une salle où on est, je sais pas, 50, 60 de public, une complicité qui s'installe, une promiscuité qui Bien fait sûr. que, pardon, une promiscuité qui fait la complicité qu'on établit avec le public, on peut se dire, allez, on est chez nous. On est dans le salon et puis ou à la veillée sur un feu de camp, Oui, et puis on s'arrête parce que le public fait partie de la famille à ce moment-là. Mais sur 1000 personnes, 2000 personnes, c'est pas possible. Il y a une rigueur, il faut avancer, quoi. C'est une discipline. Parce que les musiciens, eux, ne savent pas, il faudrait qu'ils soient très attentifs et qu'ils m'observent en me disant, attention, là, il a tourné la tête à droite, il a tourné à gauche, il nous fait signe, je peux pas faire le signe à tout le monde, moi, je peux faire un signe général de ralentir, par exemple, Oui. d'accélérer. Et pas plus. Mais à ce moment-là, je perds le contact avec le public si je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Si je change mon regard, plutôt que de le donner au public, je le donne aux musiciens, je perds le fil avec le public. Et alors, Jean-Jacques, crooner, parce qu'on n'a pas tellement de crooners comme chanteur en France. Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est ta voix qui fait que tu peux être crooner, Ouais. ou c'est parce que c'est un côté que tu aimais bien dans le style d'interprétation? Oui, je pense que je suis né crooner. Vocalement, physiquement, là j'ai pas le smoking, mais voilà, je suis crédible en tant que crooner. C'est la vie, c'est la nature qui m'a offert ça, hein, comme ça. Et puis aussi j'étais bercé dans ce genre de chansons et ce genre d'artistes. Maman adorait certains chanteurs et pas d'autres. Enfin, il y avait une priorité sur certains chanteurs à l'époque. Moi, c'est des gens qui disent peut-être plus grand chose à la jeunesse, mais des gens comme Jean-Claude Pascal, par exemple. Oui. Pascal. Oui, alors maman, elle adorait les artistes américains. Il n'était pas américain, Jean-Claude Pascal, mais elle adorait Gary Cooper, Clark Gable. Enfin, cette série d'hommes. Cette série d'hommes, voilà, une espèce de, voilà, c'est un certain type d'homme. Sacha Distel. Sacha Distel en France, Sacha Distel. Et alors Jean-Claude Pascal, c'était nous les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous faire, je sais pas les paroles, j'ai jamais chanté d'ailleurs. Être heureux, toi, c'est des chansons qui, voilà, et ce type de physique et de voix. Et puis Sacha Distel, c'est la chanson de Sacha Distel, c'est qui a fait le de la série. Oui, non, la chanson qui a fait peut-être son plus gros succès, qui a été chanté je l'ai pas en tête, moi personnellement. Chanté par Tony Bennett aux États-Unis. C'est pas Smile. Oh là. Ça va nous revenir. Oui, c'est bête ça. Mais je la chante en plus. Moi, ça me revient pas. Bon. C'est pas grave. Enfin, bon. Danny Briand, je trouve aussi qu'il est particulier en tant qu'artiste. Oui. Il est un peu différent. Je dis pas que c'est un crooner, mais il est différent. J'ai un peu plus de réserve. Un peu plus de réserve. Pour moi, c'est plus un chanteur de variété. Excusez-moi pour les amateurs et les fans de Danny Briand, mais pour moi, c'est pas un crooner grantin tel que moi je me le représente en tout cas. Voilà, il est plus variété. Il est moins dans l'intention, il est moins dans le velours, que ce que moi j'attends d'un crooner.
Il y a Michel Leb aussi, qui a des velléités de crooner, mais c'est pareil. Alors, je suis très exigeant, ou je suis très, j'ai pas méprisant avec mes petits camarades, mais Michel Leb, c'est plus un imitateur. Oui, on le connaît plus. Il imite, alors, il va imiter Ray Charles, il va imiter d'autres, mais il est plus dans l'imitation que dans la vraie nature et dans la vraie générosité du truc, dans l'authenticité. Et Henri Salvador? Ah, Henri Salvador, c'était un vrai crooner. Il n'avait pas la voix du crooner, la voix que j'ai, cette voix qui, everybody loves somebody sometime. Mais lui, il avait une voix particulière, une voix légère, mais c'était un véritable crooner parce qu'il avait l'intention. L'honnêteté, l'intention. Et c'est un musicien hors pair aussi. Il a écrit des mélodies. Sinon, Yves Montand. Yves Montand. Oui, bah oui. Yves Montand, avec ta voix là, quand tu parles, bon, voilà. Je peux partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envie, c'est si bon, etc. C'est vrai que c'est agréable, ça nous entraîne. C'est un de mes modèles, Yves Montand. J'ai eu 2-3 grands modèles. Jean Sablon a été mon premier modèle, enfin en français. Et puis il y a un garçon qui s'appelait Pierre Dudon, je crois. Et je m'en vais, clopin, dans le soleil et dans le vent. Comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile. C'est marrant parce que quand je l'entends chanter, les paroles reviennent. C'est le ton de la voix qui nous rappelle les paroles. Oui. Alors voilà. Alors maman adorait ces chanteurs-là, donc j'étais bercé avec ça. Et comme moi je suis le petit garçon à maman, je suis toujours, maman, elle est plus là, elle est plus là, elle est ailleurs, elle est avec nous, certainement, mais en ce moment, elle m'écoute, là, en ce moment. Donc, tu disais que tu étais le petit garçon, oui, je suis resté un petit garçon, souvent, hein, parce que je m'émerveille de plein de choses encore. Mais c'est bien, c'est bien. Et pour faire plaisir à maman, qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Et pour coller à ce qu'elle était, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé? Puisqu'elle l'aimait, c'était forcément bien. Mais forcément. Donc je me suis mis à aimer les crooners, et puis comme ça correspond à ma nature, à ma viande, à ce que je suis profondément, bah tout va bien, quoi. Jean-Jacques, raconte-nous quand tu étais à Las Vegas, parce qu'en fin de compte, t'es crooner, mais en plus, on te nomme le French Sinatra. Ouais. C'est quand même une belle étiquette. Oui. Alors la première fois qu'on m'a appelé French Sinatra, j'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle Casa de Amore, parce que c'est très italo-américain. À Las Vegas, il y a encore beaucoup d'Américains de racines italiennes, beaucoup par les crooners et les musiciens, beaucoup. Et donc je chantais dans un endroit qui s'appelle Casa de Amore, et c'était une espèce de restaurant avec de la musique live. Et avec donc un orchestre, et un des personnes à l'accueil, quand j'arrive, après plusieurs jours, donc il avait bien identifié mon style, mon registre, ma voix, etc. Et il fait French Sinatra, et ça a tourné. Et puis et c'est resté. Et puis après d'autres s'y ont mis aussi, et si bien que je suis revenu avec cette étiquette de French Sinatra, c'est très honorifique. Mais tu l'as vu, toi, Frank Sinatra? Oui, je l'ai croisé entre deux portes, dans un restaurant, mais alors c'était là, une des premières fois que je suis allé aux États-Unis, j'avais un ami qui m'avait emmené dans un restaurant, je ne savais pas pourquoi, il me dit, je vais te faire une surprise, et je vais t'emmener dans un restaurant et parce que c'était le restaurant que fréquentait, un des restaurants que fréquentait Frank Sinatra. Mais il y allait pas tous les jours, bien sûr. C'est un restaurant, il passe pas sa vie au restaurant, c'est-à-dire ça. Monsieur. Et au moment où on est arrivé, Frank Sinatra sortait. Et il m'a tenu la porte. On est arrivé à la porte et c'est bien, gentleman. Voilà. Il m'a tenu là et je suis rentré. Alors mon ami m'a présenté. Il le connaissait.
m'a présenté, il me dit, alors ça, l'échange a été très rapide, hein, ça a pas duré longtemps. Lui sortait, il était avec des gens, et puis moi j'arrivais, bon, on s'est croisés, on s'est serré la main. Bon, mais ça, bon, c'est un souvenir. Tu l'as dans ta tête, oui, in aeternam. Il y a des choses qui te marquent et qui te restent à vie. Ouais, enfin voilà. C'est comme si tu ouvrais une porte. Une porte, oui, c'est ça. Oui. Cette porte-là. Et quand je vais, quand je vais aux États-Unis, je vais pas systématiquement à Palm Springs. Et Palm Springs, c'était l'endroit où il habitait, un des endroits où il habitait, en Californie, et il est enterré dans le cimetière juste à côté, à la cathédrale, c'est la banlieue de Palm Springs, et je vais sur sa tombe à chaque fois que j'y vais, et je pleure. Ah, oui, t'es très touché. Ouais. Je pleure à chaque fois que j'ai les larmes qui montent, ça me... C'est trop plein. Oui, c'est trop plein. C'est curieux parce que là, oui, pour le peu, tu l'as pas connu, c'est pas. Non, voilà, c'est pas mais il est proche, il est très proche, très proche de moi. Je le sens proche et je lui parle, je lui dis, permettez-moi de continuer à avancer et de représenter votre musique. Permettez-moi d'être votre espèce d'ambassadeur. Porte-parole. Porte-parole, parce que je peux faire partie de ceux grâce auxquels votre musique ne va pas mourir. Vous va rester. Je suis un représentant, votre représentant, et ben je pense qu'il doit me donner un coup de main parce que comme ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Il est là, à côté. Il est là, oui. Oui, bon, ouais, voilà, c'est ça. Mais mis à part Frank Sinatra, est-ce que aussi tu aimes les artistes tels que Eddie Arnold, Johnny Mathis? Oui, voilà, ça te rappelle un peu tous les crooners. Tous les crooners, j'aime bien avec une autre intensité. Une préférence, bon, pour certains. Moi, alors il y en a deux essentiels. Il y a Frank Sinatra, et puis avec le temps, Dean Martin est venu dans mon panthéon. Parce que, Dean Martin aussi, je suis allé sur sa tombe plusieurs fois. et puis, pas sur sa tombe, non, il est dans un mur avec des tiroirs. C'est des murs avec, ça se fait dans certains pays, c'est pas un mur d'ailleurs, c'est un espèce de bloc et ils sont en hauteur plutôt qu'être dans le sol. Enfin, ils sont, voilà, il y a plusieurs étages, hein. C'est comme un immeuble. Oui. Hein, il y a des niches, et dans ces niches-là, on glisse le cercueil, et puis on met la plaque devant. Hein. Alors, on dit Martin, et à chaque fois, je lui fais Everybody loves somebody sometime, comme je chante. C'est pour lui, bon, voilà. Et Dean Martin, je l'ai pas découvert sur le tard, parce que je le connaissais déjà depuis longtemps, mais je me suis intéressé à lui de plus en plus. Parce que autant Sinatra sur la voix, sur l'interprétation, sur l'exigence vocale qu'il a, c'est mon premier modèle. Dean Martin, c'est dans la légèreté, dans la déconnade, je veux dire. Il est décontracté, il est swing, il est cool, tout va bien, voilà. Tout va bien, alors que c'est très difficile ce qu'il fait. Mais il le fait avec une désinvolture, désinvolture, et qui correspond plus à ma nature. Moi, sur scène, je serais plus Dean Martin sur scène dans le personnage décontracté, plutôt que Sinatra. Sinatra, il fait la chose de façon très académique, sérieux, il chante carré, voilà. Et moi, je suis pas très carré. Moi, je suis volubile. J'ai besoin de changer à chaque instant, comme on disait tout à l'heure. Le public, il est d'une certaine manière. Je vais m'adapter au public. Et on parle de crooner homme, mais est-ce qu'il y a des femmes crooneuses aussi qui t'ont intéressé, telles que Ella Fitzgerald? Ella Fitzgerald. Voilà. Oui. Oui, et là, Fitzgerald aussi que j'apprécie de plus en plus. Elle était un modèle pour Frank Sinatra. Hein. Ah, ça je savais pas. Mais oui. Il avait un profond respect pour elle, et à juste raison, parce que quand on entend Ella Fitzgerald, c'est la perfection. Enfin, dans son registre, c'est magique.
vocalement, l'interprétation, la sensibilité. Elle te fait des arabesques de notes, elle improvise, elle sens du scat. Elle te, tu dis ouais, elle va avec une justesse. Toutes les notes sont placées. Oui, c'est étonnant, c'est étonnant. Et sinon, Connie Francis, enfin avec l'accent français que je dis, ouais. Enfin, bon, je suis il y en a moins. Il y en a moins. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je m'y intéresse peut-être moins. J'écoute moins des chanteuses femmes, oui, des chanteuses que des hommes. Ce qui est un petit peu logique quelque part. Oui, certainement. Parce que ça m'inspire moins. Parce que quand j'écoute des crooners aussi, j'écoute comment ils placent la voix. Intonation. En fait, c'est masterclass tout le temps. Enfin, c'est pas moi qui fais la masterclass, c'est les crooners que j'entends qui sont masterclass pour moi. Parce que j'analyse consciemment ou inconsciemment la façon dont ils chantent. Et au final, je suis pas imitateur du tout, je sais pas copier, mais je prends l'essentiel ou des choses qui me conviennent sans le savoir, à force d'écouter. Et quand je chante, moi, je chante pas comme Sinatra, je chante pas comme Dean Martin, je chante pas comme toute la personnalité. Oui, j'ai mon empreinte, comme on dit aujourd'hui, mon empreinte vocale et ma façon de chanter qui est ma façon aussi. Quand on entend Jean-Jacques Delaunay, moi je parle de moi comme Delon, lui. Quand on à la troisième personne, par contre. Quand on entend Jean-Jacques Delaunay, et ben c'est Jean-Jacques Delaunay. J'ai une voix et une façon de chanter identifiable. Tu parlais de masterclass tout à l'heure. Moi, je pense justement aussi que tu as fait un incroyable talent. Oui. Alors, un incroyable talent, je l'ai fait dans le registre humoristique. Parce qu'il faut savoir quand même que le registre humoristique m'a maintenu dans les cabarets parisiens durant une trentaine d'années. Hein. Ça a été mon fonds de commerce. C'est donc Camillo, le cabaret de la Tour Eiffel quand il existait, Caveau de la République, la Villa d'Est, chez ma cousine, cabaret chez ma cousine à Montmartre, enfin tous les cabarets de Paris, je les ai faits. Et c'est une espèce de cage dorée, parce que j'aurais dû m'en échapper avant pour pouvoir voler autre part. Mais ça t'a permis, voilà. Mais ça m'a permis de me construire et de pouvoir défendre moi la chanson de crooner aujourd'hui, parce que j'ai cette carrière d'humoriste et d'homme de cabaret et du music hall. Ce qui fait que quand je suis en scène, je suis pas un chanteur qui chante devant le micro, et ben je vis ce que je fais, je vis ce que je chante, et je l'offre au public avec générosité, d'après ce qu'on dit. Avec amour, c'est ce qu'on dit aussi. J'ai du mal à savoir qui je suis, mais j'écoute ce qu'on dit de moi, et à travers ce qu'on dit de moi, je dis je suis ça. Ah bon, ok, d'accord. C'est bien. Ça c'est bien. Sympa. Oui, c'est sympa. Oui. Jean-Jacques, on va revenir à ta carrière. Maintenant, Patricia, elle a des choses sûrement à te dire. Elle a écrit un livre, et je laisse la parole à Patricia. Alors donc toi, au hasard, tu as choisi un de mes poèmes qui s'appelle L'Oiseau. Oui. Tu veux bien que je vous le lise? Ah, bien sûr. Allez. Alors, tu parlais justement alors, toi, tu le fais dans l'humour, avec un double sens. Donc, le sens qu'on entend et sans doute celui que tu as voulu y glisser. Et on va avoir juste un petit passage qui est pas humoristique, mais pour le peu, qui est dans les sens un peu déguisés. L'oiseau, à l'horizon, une douce mélopée s'envole. À tire d'aile, un nuage s'enfuit. L'impression volatile d'un sentiment passager. Il a quitté son nid pour d'autres aventures. Il couvait son départ, impossible à saisir. Sur le bras d'un arbre, il y posa son art, dénichant quelques vers pour nourrir son poème. Et de sa peau de duvet, il devint porte-plume pour inscrire en toutes lettres son prénom, Liberté. Paresseux ou passereau, il en est des rapaces. Attention à vautours, il n'aime pas la cage, l'oiseau.
Il relie le ciel à la terre en lissant son plumage et garde le secret des anges, le langage. Avec lui, l'âme ne meurt jamais, elle suspend son vol. Et il fend l'air et voltige heureux de sa légèreté quand amoureux de son bec, il lâche un tendre baiser. À l'horizon, une douce mélopée s'envole. Au texte. Bravo, bravo, bravo. Ah, j'adore, c'est beau, hein? Merci. Tu l'as écrit quand, Patricia, ce texte? Oh, l'oiseau, honnêtement, c'est un de mes plus anciens. Ça doit, on peut plus dire combien d'années, sans doute plus de 20 ans. Un des premiers? Pas des premiers, mais au milieu. Mais que j'ai écrit quand j'étais en Bourgogne, où j'ai été extrêmement inspirée. Bon, bien évidemment, c'est un poème d'amour aussi, hein. Oui. Quand un homme va vous quitter, vous sentez qu'il est impossible à saisir. Oui, oui. Et puis il revient, puis il vous relâche encore un petit baiser, et puis hop, de nouveau. Mais bon, pour le peu, oui, c'est ma période. Ça, c'est du vécu. Tout à fait, bucolique, voilà. Ce sont Oui. dans les natures et confessions, il y a 7 confessions, et ça, tu as choisi dans les confessions bucoliques. Oui. Mais on sent pas forcément, là, il n'y a pas de tristesse, il y a pas de, on sent pas le départ de l'oiseau, que l'oiseau va partir. La synthèse, pour moi, du poème, elle est pas là, comme je l'ai reçu. Oui. Là, je me suis reconnu. Quand tu l'as dit, ce poème, je me suis reconnu dans l'oiseau. Comme quoi, tu vois, les interprétations sont Rapace différentes. ou vautour? Ni rapace, ni vautour. Non. Rapace, oui, rapace de vie. Prendre tout ce Oui, de toute la vie façon, qu'on va voilà, porter. bien sûr. Mais vautour, surtout pas et sûrement pas. Non. Donc c'est pour ça que je l'ai transmis dans vautour, justement. Oui, parce que bon, voilà, bien vautour, sûr. oui. Mais volatile, oui, volatile. Comme je suis volatile comme l'oiseau, je pense. Avec un grand désir de liberté. Un grand désir de liberté, c'est le maître mot. Il y a 2 mots dans ma vie qui sont le plus importants. Premier, c'est le mot amour. Ouais. Amour, amour, c'est le soleil, et liberté, c'est la lune. Il y a les 2. C'est liberté. Sans liberté, je crois que je serais mort. Je l'ai cherché, ma liberté, je l'ai obtenue, je l'obtiens, je m'y accroche. Difficile aujourd'hui d'être en liberté parce que le monde est devenu de plus en plus carcéral. On est dans une prison assez ouverte. Ça fait que commencer, hein. Ah oui. Oui. Si on s'en va là, il y a déjà tellement de choses à dire. Hein, voilà. On a une conversation il n'y a pas longtemps. En Chine, en fait, ils ont déjà des vidéos partout, et le but, c'est qu'on en ait aussi en Europe. Oui. C'est ça, pour prendre le chemin. C'est tellement visible pour les gens qui s'y intéressent, mais il y a combien de personnes? Il y a 20% de la population qui s'aperçoit, qui sait ce qui pourrait se passer, ce qui risque de se passer. 80% de la population dort. Ah oui, ils bougent pas. Les gens dorment. Et encore plus depuis le Covid. Oui. Et je sais, il y a plein de sonnettes d'alarme, il y a plein de trucs rouges qui s'allument, des voyants rouges, mais personne ne voit rien. J'étais là ce matin. Je sais pas si personne ne voit rien. Je pense que les gens, ils sont tellement dans un carcan, ils ont tellement de crédits, qu'en fin de compte, ils se disent, il faut que je puisse payer mes crédits, donc ils font abstraction de plein de choses autour. Oui, mais ils ne le voient pas. Tu te rappelles la conversation qu'on a eue il y a 3-4 jours? Oui, ils font abstraction, mais donc parce qu'ils font abstraction, ils ne veulent pas. C'est ça, ils ne veulent pas voir. Pire de sourd celui qui ne veut pas entendre. Ce matin, en venant, je voyais les traînées d'avions dans la. Je lui dis, mais il y a qu'à lever les yeux pour voir ce qui se passe dans le ciel. Comment on nous vole notre soleil et notre ciel bleu. Ces traînées d'avions qui s'écartent, qui s'élargissent et qui finissent par dégagent pourrir le ciel. Et les gens disent, oh là là, le temps, il y a des nuages. C'est pas des nuages. Mais les gens pensent, parce qu'ils ne lèvent pas les yeux. S'ils levaient les yeux pendant un quart d'heure, quand on commence à avoir des avions qui commencent à sillonner le ciel, on se dit, durant un quart d'heure, on dirait, ah oui, en effet, au départ, il y avait qu'une traînée qui était comme la branche de lunettes, là. Et puis, il y en a plein. Et puis 5 minutes après, pouf. Et puis un autre qui vient comme ça, un autre avion, puis l'autre traînée, et puis ça finit par élargir, et le ciel, et au bout d'une heure, il est blanc. Et puis, si on n'a pas levé la tête entre, mettons, 9h du matin
où ça a commencé, et puis 10 heures à 1 heure après, on dit ah tiens ça a changé le ciel. Mais non, il n'a pas changé. C'est pas le climat qui a changé, c'est les avions qui ont pourri le ciel. Mais les gens ne le voient pas. Ils ne veulent pas le voir. Et ça, c'est dramatique parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces produits que balancent les avions. D'où l'expression, les gens ne veulent pas voir plus loin que le bout du nez. Ils ne veulent pas voir. Et c'est dans plein de domaines comme ça. Alors, bon. Franck, Jean-Jacques, on va revenir. Toi, je dis Franck, tellement tu m'as imprégné de Franck Sinatra. De French Frank. French Frank. On va revenir sur toi. Tu rends hommage, justement, à Monsieur Frank Sinatra. Oui. Hein, sur les pas de Frank Sinatra. Voilà, c'est un spectacle, un concert que je donne. Je suis accompagné par un orchestre qui s'appelle 5 O'Clock Jazz Group, qui est un orchestre qui était monté et qui est dirigé par mon ami Jacques Benamou. C'est un orchestre, il y a 7 musiciens, c'est pas énorme, hein, mais il y a quand même le minimum, c'est-à-dire tous les instruments, piano, basse, contrebasse, batterie, guitare. Il y a un trombone, et les cuivres, clarinette, oui, clarinette, sax soprano, et ça déménage. C'est alors, je suis venu me greffer moi sur ce. Alors cet orchestre, il existe depuis longtemps. Hein. J'ai vu une photo d'ailleurs de l'orchestre avec Jean Sablon, qui a accompagné Jean Sablon à une époque. Un petit moment. Ça fait un moment. Et puis les musiciens sont pas forcément les mêmes. Le chef est toujours le même, c'est Jacques Benamou. Et pour raconter l'aventure, j'ai un ami à moi qui s'appelle Michel Joussely, qui un jour me dit je vais au petit journal Saint-Michel, j'ai un ami qui ça va te plaire, je fais la musique, qui va te plaire. Je viens avec lui, et puis il me présente à Jacques Benamou, à l'entracte. Il me dit Jean-Jacques est chanteur. Il dit il va pouvoir nous chanter quelque chose. Alors, je dis oui, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que vous voulez chanter? Il m'a dit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, parce qu'il faut que les musiciens connaissent les morceaux. Le répertoire. Alors voilà. Alors je sais plus ce que j'ai chanté la première fois. Peut-être c'est si bon d'ailleurs. C'est si bon, je dis oui. Et puis Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon, Let Me Play Among the Stars. Et puis donc je chantais 2 chansons et il est tombé sous le charme. Jacques, il m'a dit reviens le mois prochain, c'est une fois par mois qu'il est là-bas au petit journal. Il me dit reviens le mois prochain si tu veux. Du coup on se tutoyait rapidement. Moi je suis tendance à tutoyer facilement aussi. Comme disait Prévert, je dis tu à tous ceux que j'aime. Et donc j'y suis revenu encore, et puis si bien que je me suis incorporé à l'orchestre, et on a monté ce concert sur les pas de Frank Sinatra qu'on a donné au Méridien, à l'hôtel Méridien à Paris, qu'on donne dans des salles parisiennes, et puis aussi à l'extérieur dès qu'il y a des contrats, voilà. Et ça c'est fabuleux, quoi. Tu chantes Cheek to Cheek? Non, et je peux pas tout chanter. Ah oui. Il y en a. C'est vrai. De toute façon, il y en a beaucoup. Mais je la chante à la maison, hein. Ah ouais. Mais après, il faut mémoriser, et puis il faut que les musiciens apprennent les morceaux, et puis il faut répéter après les musiciens. Ça paraît simple comme ça, mais c'est un peu compliqué parce que plus il faut trouver l'endroit de répétition. Il faut que chacun soit disponible à cette heure, à telle heure, tel jour. Donc, quand on a un programme, on s'y tient. Voilà. Là, en ce moment, je suis en train de répéter pour un nouvelle formule. Là, tu voulais peut-être en parler, je vais te devancer. Non, je t'en prie, c'est pas. Donc, l'habitude d'aller au Petit Journal de Saint-Michel. Et c'est là que je t'ai vu la dernière fois. Au Petit Journal. Au Petit Journal. Et le patron, ça faisait 2 ans qu'il me disait. Montre-moi quelque chose, montre-moi quelque chose, que ce soit toi qui, voilà, parce que ce qu'on fait avec Jacques Benamou, il a une partie musicale qui fait 1 heure, et puis moi je viens sur les pas de Frank Sinatra une 2e heure. Après, il me dit fais-moi, propose-moi un programme, une soirée, je t'offre une soirée à toi tous les mois si tu veux. Et donc j'ai monté un quartet avec moi, c'est un trio de musiciens, plus moi qui chante. Et la première, c'est donc le 27 février, c'est vendredi 8, là, pas ce vendredi de la semaine prochaine. On redira à la fin vendredi 27, voilà. Et donc avec les chansons de Sinatra,
Hein. C'est un dîner-concert, faut préciser. C'est dîner-concert ou bien consommation-concert. Voilà. Il y a des formules, faut aller voir sur le site. C'est au 71 boulevard Saint-Michel. Et vous pouvez appeler, alors je vous donne les coordonnées, puisqu'on en parle, le 01 43 26 28 59. Ou alors, vous allez sur www.lepetitjournal-saint-michel-attaché.com. Et c'est pas si on peut mettre l'affiche d'ailleurs, j'ai donné l'affiche à notre ami. On la mettra. On va la mettre. Et sinon, ouais, c'est vrai, il faut aller sur ma page Facebook, c'est pas pratique. Enfin, ou téléphoner au petit journal si vous vous souvenez pas de ce que je viens de dire. Voilà, on va le préciser encore à la fin. Donc alors, ce programme, alors c'est piano, basse, batterie. Et donc standard, hein, enfin la formation idéale pour chanter ce genre de choses. Alors les chansons de Sinatra, mais chansons de mon temps, c'est certainement chansons de mon temps. C'est si bon, je le fais. Michel Legrand. Hein, ah oui, on n'a pas parlé de Michel Legrand. Voilà. C'est vrai que bon, c'était un crooner romantique, non? Oui, alors c'est sensible. Il a pas la voix de crooner. Il a écrit beaucoup pour les crooners. Hein, voilà, c'est ça. Et même les crooners américains. Hein, il a des chansons françaises qui ont été adaptées. En anglais, et des chansons qu'il a spécialement faites pour les États-Unis, pour des films américains qui ont été adaptés après en français. Non, il n'avait pas la voix, mais il avait le style. Pas la voix, le style. Voilà. Oui. L'attitude, le comportement. Voilà. Alors il y a Michel Legrand, les Parapluies de Cherbourg. Oui. Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas, ne pars pas. J'en mourrais un instant sans toi, et je n'existe pas. Oh, mon amour, ne me quitte pas. Justement, puisque tu chantes, qu'est-ce qui te distingue d'un crooner, d'un autre chanteur? Tu dirais quoi, toi? L'intention. L'intention, alors c'est impalpable, c'est volatile, c'est l'intention. Ça ne s'écrit pas, enfin, ça ne s'imprime pas, c'est l'intention. C'est que tu dégages. Le charme, comme le charme. Voilà, c'est inné. C'est inné. Le charme est inné. Oui, peut-être. La voix, le charme d'une voix peut être inné. J'ai l'impression que ce qui est un peu ton cas. Mais oui, voilà. C'est inné. Je suis né avec ce bagage-là, et après il y a du travail, bien sûr. Oui, bien sûr, tu l'améliores, tu le perfectionnes, tu le peaufines. Et après c'est l'intention. C'est l'intention. Et puis le charme, c'est aussi quelque chose d'inné. Et aussi quelque chose que construit involontairement, hein, parce que une bonne construction ne fait pas ça volontairement. Le charme, c'est le charme. Avec le temps, parce que je pense que c'est ce que dégage l'intérieur. Si on est beau de l'intérieur, riche de l'intérieur, lumineux de l'intérieur, ça illumine, ça passe. C'est vrai. Si on est moche, si on est triste, si on est vulgaire, si on est hargneux, si on est revanchard, si on est aigri, ça passera pas. Mais non, il n'y a pas de charme là-dedans. Et donc c'est l'émanation de soi-même, le charme. Moi j'ai l'impression que c'est la voix du cœur. Pas pour faire une rime sur crooner, mais je dirais la voix du cœur. Mais pendant que j'étais en train de t'écouter, je me disais bon, alors les autres artistes, ils chantent aussi sans doute avec amour. Mais est-ce qu'il chante peut-être, est-ce qu'il a chanté avec son cœur et il chantait avec sa tête? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a quelque chose dans les crooners où tu as vraiment l'impression que le cœur, c'est lui qui chante. Quoi. Oui. Et puis dans crooner, est-ce qu'on dit, on dit le crooner est associé à la séduction. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce un cliché ou une réalité? Mais c'est une réalité, je pense. Parce que quand je te vois, je te vois sur scène, que tu es bien habillé, que tu as ce micro, que tu es face à ton public, tu as ce côté, déjà on se dit, waouh, on dit waouh, parce que puis ta voix que tu dégages, l'intention c'est la séduction. Voilà, on dit c'est un séducteur, même si tu le fais pas exprès, c'est comme je te disais, c'est inné. Mais logiquement, on doit être charmé et séduit par un crooner. C'est ça. Ça se fait naturellement. Il y a pas c'est pas ostentatoire comme attitude. Et même avant de chanter, alors ça, je dis ça, c'est un petit peu, je me caresse dans le sens du poil. On est plus servi que par soi-même. Alors, non, en fait, comme je répète, je ne fais que répéter ce que l'on me dit. Les gens disent. Parce que je sais pas, moi, je sais pas qui je suis exactement. Les gens qui pensent qu'ils savent qui ils sont se trompent parce qu'ils sont beaucoup plus riches qu'ils ne le pensent. Ou autre chose qu'ils ne le pensent.
quand j'arrive en scène, et c'est des gens, des grands professionnels du métier et qui me l'ont dit, je pense à José Todaro, qui, par exemple, qui était un grand ténor, qui est ténor d'opéra et d'opérette. Il a fait, c'était le remplaçant de Luis Mariano dans les opérettes de Francis Lopez. Francis Lopez a créé des opérettes d'ailleurs, Volga, puis je ne sais plus quel Zigane, enfin pas Zigane, je sais plus exactement le titre enfin, c'est un grand, très grand. Et il me dit, mais quand tu arrives, c'est évident. Tu arrives sur scène, tu n'as rien dit, tu n'arrives pas à parler, ton attitude, qui n'est même pas une attitude pour moi, mais ton attitude, ça, on dit, on a affaire à une star, une vedette. Ah bon, ça fait ça. Et puis quand tu commences à chanter, alors là, bon, là on dit, mais je le souhaite, je le veux, je le voudrais, mais je suis incapable de dire je devrais donner des cours de ça. Je pourrais pas dire pourquoi, comment, les détails, je sais pas. Moi, je me souviens ce que je garde de toi, Jean-Jacques, c'est pour ça que j'aime bien te recevoir. Pour moi, tu es un homme adorable et gentil. Je me souviendrai toujours de la première émission auquel je t'avais invité et puis que tu avais pas pu venir, tu avais zappé tout simplement. On l'a essayé de le faire par téléphone, tu te rappelles, et qu'en fin de compte, tu n'as eu de cesse après de t'excuser, de dire je suis désolée. Et c'est assez rarissime, Avec tous les artistes que je reçois, c'est assez rarissime. Et tu es resté en contact avec moi, et ce qui me fait toujours un plaisir, moi, de te voir et de te recevoir. Oui, parce que le partage est essentiel, et quand il faut savoir s'entourer de gens qui nous permettent de continuer à être ce que l'on est, et qui ne vont pas nous faire dévier dans des voies qu'on ne compte pas parcourir. Hein. Il y a des voies sur lesquelles je ne peux pas aller, moi. Je sais que le monde autour de moi, il peut être gris, il peut être triste, il peut être méchant, il peut être vulgaire, il peut être agressif, il peut être terrible, le monde. Mais j'essaie de rester dans ma bulle. Je sais que ça existe, mais j'essaie de rester dans ma bulle, et je me nourris dans cette bulle, je me nourris de la gentillesse et de l'amour des autres. Moi, je suis un amoureux. Je sais que je donne de l'amour. C'est comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Et les gens je sélectionne. En fait, c'est une sélection qui se fait naturellement. Je sélectionne. Je reste en contact avec des gens qui sont foncièrement bons, qui ont de grands sentiments, de hautes valeurs. Parce que ça finit par faire une espèce d'égrégore puissant, et je compte sur cet égrégore pour changer le monde. C'est un peu utopique, mais ça ne l'est pas autant qu'on peut le penser. Parce que les gentils ont le droit et ont le devoir de parler et de se mettre ensemble, justement pour contrebalancer l'horreur dans laquelle le monde est en train de se précipiter. Mais tu sais, moi je sais pas ce que tu en penses, Patricia, aussi. Moi je pense que les gens qui sont méchants très tôt, hein, mais en vieillissant, ces gens-là, ça se lit sur le faciès. Oui, ils le dégagent sur le faciès. Oui, c'est vrai. Oui, je suis sûr aussi de ça. Et puis on voit ça dans les couples, les vieux couples les gens qui finissent par se ressembler parce qu'ils vivent de la même manière. Ils pensent plus ou moins de la même manière, donc ils finissent par se ressembler. Et l'attitude mentale, je disais au début de l'émission, l'attitude, l'esprit règne sur la matière. On fait devenir les choses arrivent parce qu'on commence à les penser. Donc si on pense bien, on finit par être bien, et que ça se voit. Si on est pas méchant, si on a des paroles blessantes aussi, parce que le méchant, ça passe aussi par la parole. Absolument. Les gestes, la parole. Les attitudes. Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à un couple qui vit ensemble, quelqu'un de gentil avec quelqu'un de méchant, en vieillissant, la personne gentille, elle peut, alors peut-être pas être aussi méchante que l'autre, mais elle va apprendre à l'inverse. Ou ça peut être à l'inverse. Et rarement à l'inverse. La méchanceté est plus forte et dominante. La méchanceté est dominante. C'est vrai, c'est vrai. La méchanceté. C'est plus facile d'être méchant que d'être gentil. Exactement. Si on fait une analyse. Ah oui. Parce que être gentil, c'est pas... Moi non. Non. Je sais pas faire ça. Je sais pas le faire. Mais nous non plus, on sait pas faire. Je peux pas. Mais si je veux être méchant,
Il faut me chercher, moi, pour être... Mais il faut que je veuille l'être et que la personne, elle le mérite. C'est ça, voilà, c'est parce qu'on a été méchant avec toi. Voilà, je dois trouver quelque chose. Voilà, je tape sur la table, je dis non, il faut me chercher. Oui, ce serait une réaction, alors que le méchant, c'est une action. Ah oui, c'est naturel. C'est naturel, oui. Mais donc, la méchanceté, c'est pas... Voilà, mais je pense que de toute façon, c'est plus facile, je suis assez d'accord avec toi, puisque pour moi, il y a plus de méchants que de gentils, donc ça doit être plus facile d'être méchant. Parce que les gens sont malheureux aussi. Parce que les gens n'ont pas trouvé peut-être leur équilibre, n'ont pas trouvé le bonheur dans leur profession, dans leur amour, dans leur contexte familial, dans leur contexte professionnel. Donc ils deviennent aigris et méchants et ils renoncent aux choses. Mais c'est pas une raison, Jean-Jacques. Non, c'est pas une raison, mais quand tu subis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, une vie que tu n'avoues même. Tu la changes. Pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais tu te bats quand même pour être différent. Non, c'est difficile. Quand tu es père de famille ou mère de famille, que tu as un emploi, tu es mal dans ta société, parce que tu t'entends pas avec tes collègues, ou ton boulot ne te plaît plus depuis 20 ans, ou t'as jamais plu peut-être. Et puis que tu aurais bien envie de changer de boulot pour être plus heureux, t'épanouir. Mais il faut que le chèque il tombe à la fin du mois et tu vas retourner au chômage ou alors tu peux chercher autre chose, un autre métier ou une autre société, mais c'est plus compliqué qu'on l'imagine. Maintenant. Et en amour c'est pareil. En amour, quand on est marié, quand on a des enfants, une famille, si on s'entend plus avec la dame de sa compagne ou son compagnon, si on ne s'entend plus avec, si c'est la guerre en permanence, est-ce qu'on peut partir? Et tu as des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans, des enfants qui ont besoin d'avoir un équilibre. Alors tu fais croire que ça va, tu t'évites de t'engueuler. Si possible devant les enfants, et encore, il y en a qui ne gênent pas. Mais sinon, tu t'en vas, tu refais ta vie ailleurs, et tu laisses tes enfants, là, avec des traumatismes, qui vont reproduire aussi, parce qu'ils vont pas être finis d'élever. Moi, c'est autre chose. Moi, j'étais veuf, j'avais 40 ans. J'avais 2 enfants, j'ai toujours 2 enfants, maintenant, qui ont 40 ans aussi. Mes enfants ont été privés de leur mère, donc ils avaient 12 ans et 14 ans. Ça compte. Mais c'est l'âge en plus. Voilà. Et moi, j'étais leur père, leur seul référent, une responsabilité énorme. Je pouvais pas faire n'importe quoi de ma vie vis-à-vis d'eux, quoi. Je devais continuer à donner un exemple. Je sais pas si je suis le meilleur exemple. Je pense pas. On a tous des choses qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas faites, ou des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. On fait avec ce que l'on est. Avec nos armes. Avec nos armes. Mais en tout cas, je veux dire qu'on a besoin d'un contexte, d'un cocon pour bien s'épanouir et être heureux. Les gens qui sont malheureux, ils deviennent peut-être méchants parce qu'ils n'ont pas trouvé leur truc. Et moi aussi, j'ai retrouvé l'amour après. Après mon second ma période difficile, j'ai retrouvé l'amour, j'ai retrouvé quelque chose de formidable, de fantastique, une autre vie carrément différente de la première, mais aussi avec une personne étonnante et riche, et pas financièrement, une richesse d'esprit, de cœur, et ça par contre je l'ai décidé. Dire que j'aurais pu, parmi toutes les propositions que je pouvais avoir. Ah oui, c'est un crooner. N'oublions pas que c'est un crooner. J'avais pas mal de possibilités, de solutions. Il se trouve que j'ai choisi la meilleure. Parce que, en tout cas, si c'est pas la meilleure, l'autre, je sais pas où elle est. En tout cas, pour dépasser celle-là, ça aurait été difficile. Hein. Mais j'ai choisi. J'ai dit, j'ai senti que c'était cette femme-là, qui allait me permettre de continuer à vivre. Parce que c'était ça aussi, c'était vivre, hein, parce que quand nous arrive un malheur comme ça, le veuvage, on n'a qu'une envie, c'est de partir, et puis de rejoindre l'être aimé, et puis tu dis, plus rien ne compte, plus rien, plus souvent. Donc, j'avais la responsabilité de mes enfants, donc c'était une force
étonnante. Hein. Et puis après, quand j'ai retrouvé l'amour, et ben, c'était aussi la responsabilité de continuer à être ce que je suis, et encore mieux, toujours peaufiner, devenir toujours mieux, parce que le ciel m'a envoyé cette personne, et je lui dois d'être à cette personne, d'être le meilleur possible, le mieux possible, le plus aimant possible, le plus correct possible, le plus attentif possible. Je suis pas. L'attention, c'est important. C'est important, l'attention. L'attention. Alors, je suis très occupé, donc j'ai pas toujours l'attention que je devrais avoir, qu'on attend, parce que je suis dans ma tête, j'écris, je pense, je crée, donc je suis pas disponible mentalement, je suis pas disponible tout le temps. Mais tu compenses différemment. On compense différemment. Oui. Ouais, puis je suis un amoureux, alors de toute façon. Et Jean-Jacques, alors j'imagine, mais je te laisse le dire. Y a-t-il une chanson qui représente pour toi parfaitement le crooning? Non. Oui, non, mais il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Ouais, il y en a trop. Ouais, il y en a que j'aime, il y en a certaines que j'aime chanter plus que Georgia? Georgia? Ben, je la chante pas. Ah, bah, décidément. T'as vu ni Georgia. Je la chante pas parce que c'est Richard qui l'a, et puis comme je n'ai pas la voix de Richard du tout. Oui. Oui, parce que, oui, c'est vrai. Et moi, c'est plutôt, L is for the way you look at me. Yes. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Voilà, c'est plutôt alors ces chansons, voilà, les chansons qui sont plus sculptées, la musicalité plus arrondie. Oui, qui correspondent à certaines voix. Ça correspond à ma voix. Oui, à ta tessiture. Ah oui, voilà, elle la découpe voilà la rythmique. La rythmique, voilà, les notes qui sont les unes après les autres, conviennent bien, comme Everybody Loves You. Everybody Love Somebody Sometime. Ça permet d'épouser toutes les, pas toute la gamme, mais avec des notes hautes, des paliers notes basses. Si bien ça fait ba 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 bi ba bon ba vi va bon ba vi. Si c'est ba 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 da ba. Évidemment, ça fait aussi, mais ba do ba da ba do vi ba da di ba da. Là, j'invente là. Mais tu fais du scat aussi quand tu chantes. Oui, tu fais du scat aussi. Oui. Tu le fais à ta manière. À ma manière, parce que chacun a sa manière dans le scat aussi. C'est ça. Personne ne le fait de la même manière. Ouais. Jean-Jacques, penses-tu que ton influence musicale a façonné ta vie? Oui. Oui. En tout cas, ça façonne la vie de mon fils aussi, le petit. Enfin, il a 25 ans. Oui. Le petit, maintenant, il a 25 ans. C'est que j'ai vu chanter avec toi? Oui, c'est ça. Oui. Il a 25 ans. Il est superbe. Il est un beau garçon. Et puis, il chante. Et puis, c'est un comédien. C'est étonnant. Et hier soir, on est allé au Bise. C'est un lieu de rendez-vous avec mon ami Christian Lebon. C'est une fois par mois, j'y vais quand je peux. Et hier soir, j'y suis allé et j'ai chanté 2 chansons. Gaïs, mon fils, donc 25 ans, Gaïs, il a chanté 2 chansons aussi. Alors je le voyais s'apprêter quand à la maison. C'est mon double. C'est ton binôme. C'est mon binôme, mais je lui donne des petits conseils, mais il les accepte de moins en moins, parce qu'il a l'âge de ne plus accepter les conseils. Il rue dans les brancards. Mais les choses qu'il fait spontanément, et quand je le vois se préparer, costume, il dit quelle chemise je vais mettre avec ça, quel costume je mets, les chaussures là, je vais mettre une pochette, papa, qu'est-ce que tu dis? Il me demande, quelle pochette tu dis là? Je dis oui, il va voir sa maman, il dit la pochette, sa maman elle donne un autre pour dire ça, elle dit non, je dis non, mais plutôt celle-là, parce que la pochette elle est trop neutre, enfin elle est trop au niveau de la couleur, et elle ne tranche pas suffisamment avec ton costume, bien que tu es en public, si tu mets une pochette, il faut que la personne qui est à 10 mètres de toi, elle la voit ta pochette, sinon c'est pas la peine. Donc il faut que voilà. Donc il a mis la pochette que je préconisais, mais je le voyais dans la glace. Alors pochette, la chemise,
et sans, enfin, après il se montre. Il a la même voix que toi? Il a une voix grave? Il a une voix qui va devenir grave avec le temps. Parce que moi, elle a pris du grain et elle a pris du grave à force de chanter aussi. Mais j'ai toujours une voix, c'est une voix comme celle-là, hein. Baryton. Mais il y a des harmoniques qui sont développées avec l'exercice du chant. Je suis un vrai chanteur et je travaille mon appareil phonatoire en permanence sur toutes les chansons. Voilà. Et donc la voix parlée, elle ressemble à la voix chantée maintenant. Quand j'étais plus jeune, la voix elle était un petit peu plus haute et plus dans le nez. Mais là, elle est descendue vraiment dans les graves à force de travailler. Et Gaïs, lui, il a la voix encore, sa voix de 25 ans. Oui. Bon, il a pas encore la largeur des graves. Le truc que je fais là, il a pas encore ça. Mais ça va venir avec le temps. Parce que il a pas l'appareil encore pour ça. Mais il chante, il a une voix superbe. Il chante avec une technique, une façon à lui qui est la sienne, et qui est reconnue et admirée. Hein. J'entends des gens parler de lui, il me dit ton fils, il a une voix extraordinaire. C'est bien qu'il me double même par moment. Enfin, il me double, il chante pas à ma place, mais il prend la vedette. Ah. Et pourquoi il prend la vedette? C'est parce qu'il est plus jeune. Et puis la jeunesse est toujours. Il y a l'espoir dans la jeunesse. Bien Quand sûr. on voit un type de mon âge qui chante, on dit Jean-Jacques chante bien, il est bien. Mais c'est normal puisque j'ai l'âge. J'ai été éduqué, ma vie m'a éduqué à faire ce que je fais. Donc c'est bien. Étonnant, limite étonnant. Mais lui qui arrive à 25 ans avec des qualités qu'on n'a pas encore à son âge normalement. Un autre concept dans la tête. Et d'autres, voilà. Et le public, là, se dit, oh là là, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien, il est jeune, et il est jeune, et il est jeune, et il est jeune. Et puis moi qui va faire la même chose, il va être même meilleur sur le plan technique, sur le plan vocal, hein. Et ben le jeune, il arrive derrière, et c'est lui qui ramasse tout. C'est comme au cinéma, un enfant qui joue bien, des petits jeunes acteurs, les rôles, qui piquent la vedette à Belmondo, parce qu'on s'attend pas à ça, à avoir du talent, autant de talent dans la peau d'un enfant. Quoi. Donc les enfants, faut faire attention. Faut se méfier. Je voulais te demander justement, tu as dit le mot double. Justement, je voulais te poser la question en fait. Est-ce que tu as fait du doublage de voix? Non. Alors, voilà. Ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. En fait, depuis le début qu'on t'écoute, je me posais cette question. Oui. Ben moi, je me la suis posée. J'aurais aimé faire du doublage. J'aimerais toujours. Mais j'attends. Oui, je peux. Il faut qu'une porte s'ouvre. Mais il y a une part de destin. Moi, je crois au destin. Même si je le force mon destin. Je prends la route, j'ai mon baluchon et je suis sur la route et je veux aller quelque part. Mais les grandes lignes de ma vie, elles se sont faites sur des rencontres, sur des carrefours. Tu croises une personne qui t'emmène quelque part. Et tu restes sur cette route-là pendant 10 ans. Et puis, à un autre moment, que tu es imprévisible complètement, tu te retrouves à un autre carrefour de ta vie. Il y a une autre personne qui te donne une adresse, un téléphone, et puis ça te redonne une lancée sur autre chose. Et donc le doublage, j'ai jamais eu j'ai des copains qui sont doubleurs. Mais est-ce que tu as pensé, notamment. Est-ce que tu y as pensé très jeune, en te disant je pourrais peut-être faire du doublage, ou plutôt sur le tard? Déjà quand j'avais 35 ans. Oui. Je voulais en faire et je voulais faire une formation de doubleur parce qu'il y a des écoles pour tout maintenant. Et j'avais 35 ans à peu près. Ouais, je sais pas à quel moment c'était. Je dis 35 ans, mais c'est peut-être avant. Je sais plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à 40 ans, j'avais pris. Je m'étais inscrit à des cours, enfin, qui était payé par l'AFDAS, je sais plus, comme j'ai intermittent de spectacle, on avait le droit de faire des stages. Mais il fallait 6 mois ou 1 an d'inscription, s'inscrire, c'était déjà très prisé, il fallait 6 mois ou 1 an.
Et je reçois le papier me disant, voilà, telle date à telle date, et c'est le moment où ma femme est tombée malade. Et donc, je n'ai pas fait le stage parce que je devais m'occuper d'elle. Et puis voilà, c'est alors. Du coup, tu n'as pas. T'as continué avec ta voix de crooner, mais t'as pas. J'ai pas fait. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible. T'as des boîtes de production, t'as encore des cours, des stages. Je pense à Noëlla Finzi qui travaille justement sur Art Media. Elle a son masterclass parce qu'elle vient de la voix de doublage. D'accord, oui. Donc elle est en radio maintenant, mais elle a fait beaucoup de doublage. Elle fait une formation, je pense à elle parce que c'est ce qui est le plus près un peu de nous. Oui. Et après, c'est les directeurs de plateau. Avec la voix que tu as, il y en a pas beaucoup non plus, donc tu pourrais avoir te proposer une 5e vie ou une 6e vie. Mais j'attends ça. Ah mais il faut aller au devant. Mais je suis, oui, mais fais un petit stage et tu vas voir, la personne, si c'est Noëlla par exemple, parce qu'elle en fait régulièrement, ou si c'est d'autres personnes, j'en connais d'autres aussi. Tu sors de ce stage, elle va te donner quelques contacts et puis voilà. Bah, c'est les contacts qu'il faut. C'est ça. Les gens écoutent parce que tu vas sortir avec une bande démo, avec les possibilités, les meilleures, d'autres voix peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres voix que tu ne connais pas encore de toi, en imitation par exemple peut-être pas d'enfants, mais tu sais dans les dessins animés des fois on a des grosses voix comme ça, donc ça peut être Balou Balou, le l'ours, et avec ça tu peux démarcher. Oui. Mais ça me plairait beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît. Et puis ça serait en intermittence. Hein, tu aurais tes droits intermittents. Oui, et j'étais comédien, donc j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé. Moi, j'étais comédien. J'ai passé par le conservatoire. J'ai pris mon premier prix de comédie classique. J'ai joué Molière en troupe. Donc après, j'ai abandonné la comédie au bénéfice du cabaret et du musical et de la chanson. Mais le fait d'être comédien me sert toujours dans ce que je fais. Hein. En scène, ça me sert. Dans la prestance. Bah oui, je sais pas comment. Je l'utilise pas. Enfin, j'ai pas un cahier en me disant tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, telle qualité, telle chose, l'attitude. Non, mais ça se fait. C'est naturel. C'est devenu ma nature. Naturel. Donc le doublage m'intéresse aussi pour ça. Parce que ça me permettrait de revenir aussi un petit peu à mes premiers amours de comédien. J'adorerais. Mais moi, je crois au ciel, je crois au destin, je crois à ce qui est mieux pour moi. Je pense que le bon Dieu, il sait mieux pour moi, ce qui est le meilleur pour moi que moi-même. Donc, je fais confiance. Je veux des choses. J'insiste. Je perds pas je suis comme une espèce de bulldozer. Je ratisse large. C'est-à-dire que mais les idées que j'ai, les envies que j'ai, je les conserve. J'ai toujours en tête. Et c'est le moment propice. Et à un moment propice, ça s'ouvre. Quand c'est le moment. Et ce moment, je le décide pas. Dire là-haut, au ciel, il sait mieux que moi si c'est le moment ou si c'est pas le moment. Ou si c'est pas pour moi, simplement, parce que j'ai autre chose à faire. Parce que j'ai beaucoup d'envie. Alors, comme on peut pas tout faire dans la vie, peut-être que c'est mieux pour les gens, pour le public, pour l'humanité, que je chante. Peut-être ça on me demande peut-être aussi d'être un comique. Je sais pas, j'ai toujours hésité entre les deux casquettes. Je sais pas, j'ai pas chanté une chanson de mon répertoire. Si, je vais te demander justement une chanson coquine. Alors, c'est dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super nana. Les hommes se retournent sur toi. Ils rêvent, j'en suis convaincu, de pouvoir caresser ton âme, de te mettre le cœur en flamme. Il faut voir avec quelle hâte ils viennent te bourrer la tête avec leurs idées malhonnêtes. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup, ceux qui espèrent tirer un trait sur notre amour à tout jamais. Oh Pénélope, hop, oh Pénélope, hop, oh Pénélope, super nana. Voilà. Alors la chanson est plus longue que ça. C'est subtil. En fait, tu dis pas les mots. C'est ça, voilà. Tu dis pas les mots. C'est au public de deviner, s'il devine. Mais c'est pas ma responsabilité. Hein. Le public, s'il pense ce qu'il veut. Hein. Je me dégage. Je me dégage. Moi, j'ai rien dit. Déjà, en scène, un gag que je fais, que cette chanson-là, que je m'accompagne à la guitare, je fais dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super. Ah oui. Dans le quartier, ma Pénélope, tu passes pour une super nana. Alors les gens rient. Ah, alors je m'arrête. Qu'est-ce que vous pensez? Je dis, j'ai l'impression que les poètes sont sortis du cercle ce soir.
Pour dire, moi, je me dégage, c'est leur responsabilité, hein. Ils rient, moi, je suis pas au courant. Jean-Jacques, l'émission va se terminer. On va rappeler quand même ton actualité. Oui. C'est au Petit Journal à Saint-Michel, le 27 février. Je vous redonne quand même les coordonnées. Le 01 43 26 28 59 au 71 boulevard Saint-Michel. Je vais te poser quelques questions bateau avant la fin. Alors, tu préfères lecture ou cinéma? Je pense que ça doit être lecture, puisque je ne vais pas beaucoup au cinéma. Par contre, je regarde beaucoup de films, mais à la télé. À la télé. À la télé. Je me fais 2 films par jour à la télé. Ah oui, quand même. Été ou hiver? Été. Été. Oh, alors là, pour l'ombre d'un doute. Papier ou numérique? Papier. Je travaille avec le numérique parce qu'on est obligé, mais le papier. Voyager seul ou en groupe? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Non. Ni seul, ni en groupe. C'est-à-dire que seul m'intéresse pas. En groupe, ça m'intéresse pas, parce que noyer dans le groupe, ça m'intéresse pas. Suivre le troupeau, ça m'intéresse pas. Mais en duo. En famille. Oui. En amoureux ou en famille. Oui. En famille, c'est top aussi. Et parce que on découvre ensemble et on se fabrique des souvenirs ensemble. Et parce que quand on a des souvenirs, on va à tel endroit, puis tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ouais, ok. Mais si on peut en parler, il faut en parler, partager. Bien sûr. Ça, c'est l'émotion qui reste du voyage. Sinon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Il n'y a rien de mieux que le partage. C'est le partage. Et l'amour. Voilà, amour, liberté, partage. Voilà. Jean-Jacques, je te remercie d'être passé à Artop TV dans l'instant Régine. Vous verrez à la fin de l'enregistrement Jean-Jacques sûrement sur scène et tout ce qui le concerne. Ouais. Alors c'est un extrait de Sur les pas de Frank Sinatra, donc avec le 5 O'Clock Jazz Group. J'ai toujours dit jazz group, c'est ça, qui était tourné dans une salle qu'on avait faite. C'est un petit medley, un petit raccourci. Il y a des extraits qui sont mis bout à bout. Voilà. Et puis, mais ça n'est pas dans cette formule-là mais c'est un peu le même, c'est le même registre. C'est le même registre, sauf que l'accompagnement n'est pas le même. Là, au Petit Journal, c'est piano, basse, batterie uniquement. Il n'y a pas les cuivres. Donc c'est d'autres choses. C'est peut-être plus intimiste. Oui, plus intimiste. On peut faire des nuances un peu plus de nuances. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Bien sûr. Donc en gros, si j'ai bien compris, sur scène, tu passes de chansons de crooneuses, des chansons crooneuses, à des chansons coquines. Oui. Ok, donc c'est dans le même spectacle. Non, pas toujours. Pas forcément. Voilà. Pas forcément. C'est soit un spectacle consacré, des concerts consacrés à la chanson du crooner, ou bien un numéro de cabaret. Sinon cabaret. Voilà. D'accord. Tu mélanges pas les deux. Il m'arrive de mélanger les deux. Pour faire une bonne omelette. Un jour, j'avais fait une omelette pour les amis, c'est un petit aparté. J'avais invité des amis, j'avais fait une omelette. Et ils sont pas venus, alors j'ai mangé l'omelette sans eux. Oui, donc alors j'ai un spectacle aussi qui s'appelle Le Crooner du rire, et là je mélange tout. C'est basé sur l'humour, mais j'incorpore des chansons quelques chansons de crooner. En France, j'en mets deux en anglais. Et puis deux ou trois en français, comme You Are the One for me, formidable. Et puis je termine sur Mon manège à moi aussi. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. C'est pas des chansons d'aujourd'hui, mais c'est des chansons qui fonctionnent toujours autant. Et ils sont intergénérationnels, comme on dit aujourd'hui. Et le public, pour terminer un spectacle, c'est formidable. Jean-Jacques, justement, là, tu parlais que c'est pas forcément systématiquement que tu fais crooner et que tu mélanges les chansons humoristiques. Est-ce que c'est aussi le lieu qui fait que tu peux changer de registre? Oui, on va m'engager pour tel emploi, telle formule. Il y a des gens qui m'engagent pour être un comique, un humoriste. Je vais faire mon spectacle comique. D'autres qui m'engagent pour faire un concert. Bon, et d'autres qui me disent, qui m'engagent pour faire un concert. Et puis qui me disent, ce serait bien si tu faisais
un peu de ces chansons comiques avec. Là, je vais faire au mois de mai un spectacle pour. C'est une association qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir. Et donc mon ami, c'est mon ami maintenant, puisque ça va faire 3 fois que je le fais sur 5 ou 6 ans. Et il me dit, la première partie, tu nous fais Everybody loves somebody, ça, and now the end is near, New York, New York. Et puis la deuxième, tu nous fais des chansons comiques, ce que tu, voilà. Et ben, je dis oui, bien sûr. Il y a une demande, mais il faut que déjà la personne qui m'engage me le propose, et que les gens qui viennent voir le spectacle sache aussi de pas tromper les gens sur la marchandise. Parce que même si les deux sont bien, si les gens sont venus voir un crooner et qu'on leur fait Pénélope, même si je le fais, même si dans les chansons d'humour que je fais, il y a toujours la voix, le physique, mais c'est quand même pas la même chose que un spectacle comique et puis un spectacle de crooner, c'est pas la même chose. Donc il faut savoir que ce qu'on me demande, moi je suis on appelle un mercenaire. Je suis un mercenaire. Moi, on me donne de l'argent pour faire quelque chose, je prends et je fais ce qu'on me demande. Et les bateaux touristiques? Non pareil, plus. Ça n'a pas. Si, j'en ai fait une époque. Parce que ça s'y prêterait tellement bien. Oui, tout à fait. J'ai fait sur le Mermoz à l'époque, vous savez, le Mermoz, je sais pas s'il existe encore, je pense pas. J'ai tourné, une croisière dans les Caraïbes, notamment. Voilà, c'est ça, dans les... je fais un succès, j'étais heureux parce que c'était génial. C'est formidable. C'est vraiment génial, ça. Les chansons en général, mais d'autant plus, c'est les soirs avec un crooner, ça doit être... Exactement. J'ai fait un gros succès. J'avais fait du succès sur les bateaux comme ça. Mais je le fais plus parce que comme je suis un homme de famille. Je suis un homme de clan et de famille. Et j'ai besoin de mon clan et je ne veux pas profiter de la vie en égoïste sans mon clan. Je veux partager, parce que c'était très dangereux déjà de prendre du plaisir ailleurs en solitaire et parce que ça finit par séparer. Je veux qu'on vive les choses ensemble, qu'on ait la même vie en fait. Ben c'est ça un couple. C'est ce que je préconise, c'est ce à quoi je pense. Ça se pratique pas forcément parce que chacun mène sa vie de son côté. C'est d'ailleurs aujourd'hui notre société, Madame fait ci, Monsieur fait ça, et puis oui, ça dans un premier temps, durant 5 ans, ça va aller. 10 ans, oui, mais il faut tenir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Et si on partage pas, si on a des thèmes ou des occupations tellement différentes, et ben on se fait on se fait sa petite vie à côté avec ses amis, son registre à côté, et puis l'autre, le personne du couple, il va aussi avoir ses amis, il joue au boule, il a des amis boulistes, et puis la dame elle fait de la philatélie ou de la peinture, elle a ses amis peintres ou philatélistes, et puis c'est deux mondes qui ne... C'est ce qui gangrène. Oui. Alors donc moi je veux faire participer ma famille, ma femme à ce que je fais. Si j'ai des choses elle vient pas sur tous les gars, loin s'en faut. Hein. Mais quand il y a une possibilité qu'elle puisse être là, en tout cas pour les choses où je vais loin. Hein, si on a fait des galas au Mexique, en Espagne, en Italie. Dernièrement, en Italie, j'avais fait une série de concerts. Et donc ma femme est venue parce que déjà, je suis resté une quinzaine de jours. Et parce que elle me voit vivre de mon métier. Oh. Ça, c'est une petite Je vais arrêter mon téléphone. Oui, papa. Ça, c'est mon téléphone, c'est mon fils Ça, au moins. Qui dit papa, oui, à tous les coups, ça doit être ton fils. Oui. Oui, c'est mon fils. Alors, quand il était petit, mais pour ça, moi, je suis un sentimental. Là, il a 25 ans aujourd'hui, Yanis, et l'enregistrement, il date de quand il avait 8 ans. Ah, en effet. Un jour, le téléphone. T'es même conservateur. Oui. Je l'ai gardé ça, c'est mon indicatif, hein, ma sonnerie. C'est parce qu'on était en voiture un jour, et puis le téléphone a sonné, et puis j'ai pas répondu. Il nous casse. J'ai pas répondu parce que j'étais occupé. Hein. Et puis le gars il s'est fait comme papa, il y a ton téléphone qui sonne, il faut répondre. Papa, le téléphone, c'est d'une façon spontanée comme ça.
Et puis, se trouver, je sais pas comment ça se fait, que on enregistre. J'ai enregistré, et puis donc ça me sert. D'appel maintenant. Oui. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-Jacques, moi, j'espère qu'on aura le plaisir d'aller te voir, Patricia. Alors, le 27, donc voilà. Je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Non. Normalement, ça va être... Mais après les vacances de mars... Tous les mois, normalement, je devrais avoir une date tous les mois au Petit Journal. Au Petit Journal. Et je ne connais pas. Je connais celui de Montparnasse, mais je ne connaissais pas le Saint-Michel. Oui, mais Montparnasse, c'était beau. Il paraît que ça va rouvrir. Voilà. On attend, mais ça fait des mois et des années qu'on attend que ça ouvre de nouveau. Il y a des bruits qui courent, mais bon. Et sur une prochaine date, avec grand plaisir. Oui, alors ce sera en mars, normalement, je ne sais pas la date encore. On en parlera à ce moment-là, on se contactera et puis tu me diras ce qu'il en est. Oui. Merci d'avoir écouté l'Instant Régine dans Art Top TV. On vous dit à très bientôt. Merci encore à toi, Jean-Jacques. Avec grand plaisir. Merci, Patricia. Et bientôt à tous. À bientôt. Et à tout le monde. Maintenant, chers amis, celui que les Américains appellent The French Sinatra. Jean-Jacques Delaunay. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Stranger in the light, two lonely people, we were a stranger in the light. Up to the moment when we set up a still going on, and love was just a glance away, one more pressing dance away, like a flower penny in the breeze. Play with me, swing with ease. When we dance, you get away with me. Stay with me, swing with me. Although dancers may be on the floor, even but my heart will see only you, but that magic technique. When we swing on rolling, I can't sort of violate long before it begins. Let me twin upon you in your heart, striking slow, swimming now. Everybody loves somebody sometime, and holding my dreams for them and you. Your love pretty well was waiting for someone like you. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love will appear. Something in my heart keeps saying my someplace is near. In my heart, in my power, I go and for every girl to end your charms. Every minute, every hour, every boy would find what I found it was. Stop reading the news. I'll met you in. I'll make a brand new start of it. New York, New York. If I can make it there, I'll make it.